22e épisode déjà les amis de ce podcast 100% Real Madrid avec une actualité toujours aussi brûlante pour le plus grand club du monde forcément, entre les joies, les déceptions et tout ce qui reste encore à jouer cette semaine et pour la suite de la saison. Je suis accompagné de mes deux confrères Thomas de Chronique Foot et Thomas de Real France. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va, beaucoup de choses à dire entre l'actu mercato des entraîneurs, la Copa à venir, les déceptions de la Ligue des Champions et de Ouais. Bilbao. Donc, ouais, il y a plein de choses à dire. Ouais, programme chargé, mais en tout cas, ça va, ça va. Actu mouvementé, hein, côté Real Madrid, on va pas se mentir, mais bon, on aime ça aussi. Ça C'est change. pour, voilà, c'est pour ça qu'on est là, autant dans les bons que dans les mauvais moments. Ça nous permet aussi forcément de prendre un peu du recul, de voir un petit peu à notre échelle ce que l'on peut analyser. Et aujourd'hui, les amis, programme chargé, comme les deux confrères l'ont dit, entre l'élimination contre Arsenal, parler du match contre Bilbao, évidemment, hein, sur lequel on peut déjà tirer quelques enseignements pour cette semaine. Parler évidemment de l'avenir de Carlo Ancelotti, est-ce qu'il finira la saison, est-ce qu'il la finira pas. Et on parlera évidemment de l'affiche de cette fin de semaine qui peut vraiment tout changer ou partiellement du moins avec le Classico de Copa. Pour commencer, les gars, faisons un rapide retour sur l'élimination contre Arsenal. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thomas de Real France, dans un premier temps? Ouais. Bon, je pense qu'on va faire rapide parce que je pense que Ouais, les ouais. gens n'ont pas envie. On l'a jusque-là encore. Hein. Oui, puis même, moi, je ne l'aime pas là, c'est juste que c'est passé, c'est tout, et on s'y Ouais, attendait. c'est vrai. Ce qui m'a déçu, ce qui a été décevant vraiment, c'est qu'en fait, on n'a pas senti la réaction. On n'a jamais senti le Real Madrid véritablement capable de le faire, en fait, de réaliser cette remontada, alors que honnêtement, j'étais au stade et vraiment, le Bernabéu a vraiment, vraiment répondu présent parce que l'ambiance au début du match a été folle et tout. On a juste vibré sur les 15 premières minutes, notamment après le penalty qui est arrêté par Courtois parce qu'on se dit, moi j'ai fait un parallèle avec Mendy à l'époque, le sauvetage sur la ligne face à City, je me dis peut-être c'est un signe du destin, derrière il y a le penalty pour Mbappé. Bon, puis une fois qu'il a été annulé, on avait compris que c'était fini, puis Arsenal a été en maîtrise et puis le Real n'avait pas les armes. Non. Ouais, clairement. Après, si Mbappé avait eu le penalty, avec l'appui du Bernabéu, Arsenal qui commence à reculer, ça aurait peut-être été une autre histoire. Bon, voilà, Même pas sûr. on a tous été déçus. Arsenal, sur l'ensemble des deux matchs, mérite largement sa qualification. On ne peut pas gagner à chaque fois. Maintenant, c'est vrai que dans la forme, on a été globalement déçus. J'aurais préféré un Real qui perde avec un peu plus de fierté. Voilà, en termes de kilomètres parcourus, ce qu'on avait parlé la semaine dernière, ils ont encore couru, je crois, 9 à 10 kilomètres de moins qu'Arsenal. Bon, on n'a pas senti une intensité folle, on a senti des joueurs perdus. Un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu finalement contre Bilbao ce week-end, notamment en deuxième mi-temps. C'est clair, puis surtout que, comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, le Bernabéu, il a répondu présent. On était plus hypé parce que les ultrasourds allaient faire sur le chemin, etc., avec les fumigènes et tout. Et au final, tu dis que les joueurs, ils pensaient être galvanisés, mais au final, pas du tout. Et c'est là que malgré le penalty qui a été refusé à Kylian, moi, ce qui m'énerve, c'est que, tu vois, ça se voit que par rapport aux saisons précédentes, tu manques de leader, tu manques de mecs qui restent concentrés jusqu'à la fin, qui te tirent vers le haut. Parce qu'on connaît un Real Madrid qui aurait pu quand même, tu vois, surpasser ça. Mais au final, euh, même Courtois qui nous tient à flot, parce que sans Courtois au match aller, on doit en prendre 6. Là, il t'arrête le penalty. Moi, ça m'a fait plutôt penser à Real PSG à l'époque, quand on prenait l'eau et que Courtois il stoppe le penalty sur Messi. Et tu t'es dit, ça y est, on a encore envie finalement pour match retour. Là, je vois que, tu vois, malgré tous les bons trucs qu'il y a pour nous, et ben, entre guillemets, hein, les bons, on s'en sort pas, quoi. Mais c'est clair que l'attitude, elle était pas bonne. Et moi, c'est plutôt ça que j'accuse plus qu'autre chose. Enfin bon, on est tous déçus, donc je propose qu'on passe à la partie d'après, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui n'ont pas forcément envie d'entendre parler de ce match encore plus. Et comme tu l'as dit Thomas, on en reparlera l'année prochaine avec de meilleures conditions. L'année prochaine, on sera peut-être mieux. On verra ça. Bilbao, vos notes déjà de base sur ce match-là. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que le rythme était mieux? Est-ce que pour vous, l'équipe a mieux joué déjà? Moi j'ai vu deux Real, hein. Un Real fantomatique en première mi-temps qui m'a vraiment encore déçu dans l'intensité, les efforts qu'il devait faire. Et puis un Real qui a peut-être joué l'une de ses meilleures mi-temps cette saison en deuxième période avec ce fameux 4-4-2. Et là, oui, mais on en revient toujours à la même chose. Ce Real n'est pas capable de jouer un match avec d'une telle qualité, d'une telle intensité sur 90 minutes de jeu. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, oui, c'est quand même très positif et on reste malgré tout en vie dans cette Liga. Donc, c'est quand même la conclusion. Déjà, le point positif, c'est qu'on a réussi au moins à faire une bonne mi-temps, parce que même sur les dernières semaines, je veux dire, même une mi-temps. C'est vrai que le mois d'avril est compliqué. Hein. Même 20 minutes, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'était vraiment compliqué. Donc, ouais, tout à fait d'accord avec Thomas. La première mi-temps, elle est horrible, horrible. Même moi, j'étais au Bernabéu, mais même moi, je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fous là, en fait? Je serais bien chez moi dans mon canapé peinard sur mon téléphone.
Et au final, voilà, c'est vrai que sur la deuxième période, on a vu quand même vraiment des choses intéressantes. On a vu un Real qui a réussi à enfin remettre un peu d'intensité dans un match avec une fer de lance comme Vinicius Junior, qui n'a pas fait le match parfait. Il y a eu du déchet, mais enfin, on a retrouvé un Vinicius qui percutant, déstabilisant, déséquilibrant. Et moi, je préfère 100 fois ce Vinicius-là, cette version-là de Vinicius-là, qui va tenter, même s'il y a énormément d'échecs. Il y a eu beaucoup de déchets, un peu trop, mais on retrouve enfin un Vinicius qu'on a envie de voir, et c'est celui qui va assurément, dont on aura besoin si on veut espérer quelque chose sur cette fin de saison. Et puis voilà. Puis après, il y a Fede Valverde qui nous envoie encore une bastos exceptionnelle. Et comme dit Thomas, ce qu'on retient, c'est que au-delà même du 4K2 dont on va reparler sans doute juste après, voilà, on gagne ce match et on reste en vie en Liga. On reste en vie en Liga parce que c'est vrai que on le dit depuis quelques semaines, mais c'est vrai que le pire Real Madrid sous Carlo en Liga, qui a récupéré le moins de points dans tout son mandat quasiment, finalement, il n'est qu'à 4 points du Hansi Flick, du Barça Hansi Flick, pardon, qui carbure, qui est certes eu un seul passage à vide, mais qui aujourd'hui, même en perdant 3-1, gagne 4-3 le même match. Enfin, tu vois, on reste quand même à portée de tir. Et mine de rien, le Classico, si on le gagne, je crois que c'est mi-mai, un truc comme ça, le 11 mai, si on le gagne, ça peut vraiment tout changer. Les trois dernières rencontres seront assez animées parce qu'ils ont Villarreal et Bilbao, je crois, entre domicile et l'extérieur. Donc, c'est quand même, tu vois, des gros morceaux à prendre pour des équipes qui voudront assurer. C'est ça, la fatigue. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, le match du Barça, mais c'est vrai que tu notes quand même qu'il y a certains joueurs sous Hansi Flick qui sont fatigués. Tu en as qui sont frustrés de jouer très peu de temps. Et finalement, tu vois que la gestion Hansi Flick, elle arrive peut-être au bout d'un moment. Je ne vais pas dire en bout de course, mais tu as quand même des joueurs qui sont en méforme. Et pour l'instant, ça leur réussit quand même. Mais attention au sprint final, avec l'Inter Milan en plus, qui va leur envoyer un gros morceau, un gros morceau. Donc, ils enchaînent Real, Inter, Real, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et tu vois, Carlo, et le match de Liga, ouais. Carlo, mine de rien, c'est vrai que sa gestion n'est pas bonne non plus. Mais Carlo, tu vois, c'est vrai qu'il a eu quand même plus de blessures, moins de joueurs, on va dire, plus talentueux sous la main. Et pourtant, tu vois, on se maintient à flot. Donc aujourd'hui, Bilbao, comme vous l'avez dit, une mi-temps nulle, une mi-temps où forcément c'était mieux. Mais il ne faut pas oublier que Bilbao aussi, là aussi, c'est un trompe-l'œil dans l'analyse. C'est que Bilbao, ils sont clairement venus chercher le nul. Eux, ils avaient joué 3 jours avant l'Europa League, ils avaient des blessures, ils avaient des absents. Et mine de rien, malgré ça, on n'a pas été flamboyant, quoi. Et j'espère quand même que, alors contre les catcheurs de Retafe mercredi, on fera mieux. Et j'espère surtout que contre le Barça ce week-end, le 4-4-2 sera un élément de réponse. On en reparlera un petit peu après. Mais j'espère surtout que dans l'attitude, on va se relever. Et que là, les repères qu'on a pris entre hier et ce qu'on prendra demain, ça sera suffisant. Mais j'ai peur. Hein. J'ai un peu peur quand même. Regardez le calendrier du Barça. Copa. Ah, c'est fort. Hein. Inter, Valladolid, Inter, Real, Espagnol. Elle fin de Ligue pas facile pour le Barça. Parce et il y a un truc que j'ai noté, moi. Il y a un truc que j'ai noté sur le Barça, c'est que sur l'alignement défensif, en fait, ils jouent très haut. Je trouve qu'ils sont moins assidus. Je pense que c'est lié à la fatigue. Regarde, t'as vu les buts de Iglesias, t'as raison. Hein. T'as entièrement raison. Bon, après, Iglesias qui n'avait pas marqué depuis janvier. Hein, et qui va il a mis un triplé contre le Barça. Non, mais et de toute façon, je pense que la sortie d'Hansi Flick, que vous avez, j'imagine, pas loupé, où il se plaint du calendrier. Oui, c'est bizarre. Mais pour moi, elle n'est pas anecdotique. Hein. Moi, je pense qu'il sent aussi que au niveau de ses troupes, physiquement, ça devient compliqué. Là, tu parles des erreurs défensives où les alignements sont un petit peu moins calibrés. Tout ça fait partie de ce facteur. Et c'est pour ça que je suis convaincu que le Barça va perdre des points. Alors, je pensais déjà que ce week-end, ils allaient perdre des points. Bon, ils s'en sortent. Et ce qui me fait un peu mal, c'est que j'ai quand même la sensation que ça, c'est les joueurs de victoire qui te mènent à. Ah oui, c'est pas la première fois cette saison, malheureusement. Voilà. Mais je pense quand même qu'ils vont perdre des points en cours cette fin de saison, à voir si le Real sera capable au-delà même du Classico qu'il faudra gagner, de faire un sans faute. C'est ça. Ouais, surtout qu'en plus, le pire, c'est que, c'est que autant eux, ils perdent des points, mais nous, il faut qu'on arrive, tu vois, à avoir ce sursaut d'orgueil et tu vois, se rattraper un petit peu de cet échec en Ligue des Champions. La Copa del Rey, je pense que ça peut être aussi un moteur. Si tu gagnes la finale de Copa del Rey, je pense que, tu vois, les joueurs seront déjà soulagés, entre guillemets, de sauver un peu la saison. Et ça peut servir de moteur aussi pour les 3-4 dernières journées de Liga qui restera derrière. Mais si tu perds la Copa, je pense que mentalement, les joueurs, ils vont craquer. Et ça me ferait vraiment chier pour eux. Peur pour nous aussi, évidemment. Mais c'est vrai que ça peut, dans un sens comme dans l'autre, peut-être aussi pour le Barça, ça peut aussi les écrouler. Parce que si, imaginons, ils perdent le Classico et que derrière, ils affrontent l'Inter, ils prennent une cartouche contre l'Inter ou quoi, ça peut vraiment, enrayer la fin de saison de l'un ou de l'autre, quoi.
C'est vrai, et Sinon, puis tu fais coup double, hein, tu prends un trophée, tu hmm, empêches le Barça de faire un triplé, donc c'est quand c'est même, ça. c'est pas Bah, anecdotique, hein. tu te rappelles Mm. ce qu'on avait dit pour la Super Coupe d'Espagne? Super Coupe d'Espagne, ça te met 2 matchs en plus dans le calendrier surchargé début janvier. Tu gagnes le trophée, ça te galvanise, tu le perds, et en plus en finale contre le Barça, ça te détruit. Et en vrai, la tendance aurait tellement pu être inversée. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire ça tous les ans. Bon, en tout cas, il y a quand même finalement l'élément presque le plus important quand même sur ce match face à Bilbao, c'est le retour du 4-4-2. Ouais. Ouais, on a Euh, vu la différence, hein. Est-ce que, c'est pas un aveu d'échec de Carlo Ancelotti? Je pense que oui, de lâcher son 4-3. Et surtout, Thomas, pourquoi le 20 avril? Pourquoi pas avant? Et surtout, il a fait une. Je vais essayer de retrouver la décla. Il a fait la déclaration comme quoi c'était son schéma Système préféré, préférentiel. ouais. Bah, je l'ai. Oui, Attendez, je vais vous la partager, mais oui, qui oui. sorte ça, c'est un aveu d'échec complet. C'est mon Ouais. système favori, le 4-4-2. Voilà. Ouais. Alors après, j'ai traduit la conf, donc après il a essayé de nuancer, il a dit ouais mais le 4-4-2 c'est pas forcément juste quand tu mets que 2 attaquants, ça peut être Oui, aussi avec oui, 6 oui. milieux de terrain et t'en mets 2. Enfin bref, il a un peu nuancé entre guillemets On est tous le- frustrés de ne pas avoir vu ce schéma toute l'année et on aurait aimé, Mm. ne serait-ce que des fois, Mbappé pas bon sur le banc, Vinicius pas bon sur le banc, qu'il y ait une rotation à la rigueur entre les trois, même tu sais quoi, je vais même aller plus loin, un Rodrigo en 10 s'il fallait et faire souffler Hmm. parfois Bellingham, mais on est frustré parce qu'on voit Mais- bien que cette équipe qui a perdu que 2 matchs l'an passé avec ce système-là, on a perdu 6 fois plus cette saison avec le 4-3-3. On est à 12 Et puis, défaites. Donc, et puis même, là tu parles d'une logique de turnover, mais même dans la saison, il y a des moments où Mbappé n'était pas là parce qu'il était blessé, Vinicius il a bien manqué sûr, des matchs parce qu'il était blessé, Rodrigo a bien sûr. manqué des matchs aussi en début de saison, donc l'opportunité de revenir sur un 4K2 testé, bah tu l'avais, et moi ce sera un regret quoi qu'il arrive sur cette saison, parce que est-ce que ça, on aurait fait une saison de malade avec ce 4K2? Pas sûr, mais en tout cas c'est sûr qu'on aurait fait mieux, et ce qui me On n'aurait pas fait pire surprend, en tout cas. non, et ce qui me surprend de Carlos, c'est qu'en plus, on sait très bien, même avant sa déclat, on savait que c'est un entraîneur qui base quand même son équipe sur l'équilibre défensif, une grosse assise défensive. Et tu savais qu'avec le 4-3-3, tu l'avais pas, et que le seul moyen de retrouver de l'équilibre, c'était repasser sur le 4-4-2. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenté avant? Est-ce que c'est un problème de statut parce qu'il n'avait pas les cojones, entre guillemets, Alex, Ah de en ouais. mettre un sur le banc? Bah, pour moi, c'est clairement ça le problème. C'est, tu vois, j'en ai parlé hier encore en vidéo. C'est pour moi aujourd'hui au Real, il faut quelqu'un qui assume de ne pas suivre une hiérarchie, quelqu'un qui va mettre en place de la méritocratie, comme normalement ça devrait être dans tous les clubs de foot. Et je fais toujours ce parallèle-là. Je sais que c'est chiant, mais tu vois, Hansi Flick, et ben, quand il y en a un qui arrive en retard à l'entraînement, il le met sur le banc. Quand il y en a un qui est pas bon, il le met sur le banc. Et finalement, et ben, ça fonctionne comme ça. Et au Real Madrid, le problème, c'est que je veux bien comprendre que la hiérarchie te dise tu mets les trois devant et Bellingham, c'est plus vendeur sur le terrain, est-ce que tu veux? Et comme ça, au pire, s'il y en a un qui est moins bon, au bout d'un moment, finira par le vendre et comme il aura joué, il sera toujours vendable. Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut en sacrifier un. Et ça se jouera entre Rodrigo et Kylian, à mon sens, parce que Vinicius, quand il est déséquilibrant comme ça, il n'y a pas mieux. Et moi, dans les grands matchs, au-delà des statistiques, je vois celui qui percute le plus. Et dans les grands matchs, c'est Vinicius. Donc Mbappé sifflé par le Bernabeu, Mbappé dans les grands matchs totalement absent. Aujourd'hui, il a de la chance que Rodrigo, il est très mauvais et transparent. Et ça, tu vois, c'est un autre dossier que les fans n'osent pas ouvrir. Mais tu vois, l'un comme l'autre, il n'y a pas de pro Mbappé, pas de pro Vinicius, pas de pro Rodrigo. C'est que des constatations. Ils ne sont pas bons l'un et l'autre aujourd'hui. Donc il va falloir que tout le monde se réveille et surtout que Carlo, il le constate. On est sorti en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, s'il veut sauver un peu sa pomme pour quelques semaines, sors-nous un 4-4-2 et tu nous en sors un. Dans tous les cas, tu n'as plus rien à perdre. Alors je veux dire, c'est maintenant qu'il faut les prendre les risques. Et c'est même bien avant déjà. J'ai De une toute stat façon, pour vous. vas-y. Vas-y. Est-ce que vous savez que Fede Valverde a marqué autant de buts que Rodrigo cette saison en Ligue 1? C'est quand même 6. catastrophique. 6 buts. C'est catastrophique. Après, tu vois, les stats, on peut leur faire dire tout et rien, mais c'est vrai que quand tu es Évidemment. attaquant, que tu as autant d'attaquants, enfin, que tu as autant d'opportunités, parce que Rodrigo, c'est quand même quelqu'un, je crois, qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup le ballon, mine de rien, et qui a beaucoup d'opportunités, et qui se montre pas, tu vois, incisif. Et c'est un peu chiant. Mais après, Valverde, d'un côté, ça apporte du danger. Mais c'est vrai que le mec qui joue quand même arrière latéral, qui marque plus de buts que toi, c'est vrai que, Ouais. mine de rien, c'est lourd. Hein. Non, il y a deux Très, très choses. lourd. C'est que déjà, Mbappé, quand il joue dans ce poste d'attaquant, dans le demi-espace droit, on l'a dit à plusieurs Ouais. reprises cette saison, il n'est pas si mauvais que ça. Il Bah ne non, marche il est pas bon. sur les plates-bandes de Vinicius et je l'aime bien dans ce poste-là. Rodrigo, à part son mois de décembre et de janvier, c'est une déception sur la saison puisqu'il avait fait un mauvais début de saison. Il s'est réveillé, on se disait, bon, ça fait 2 mois qu'il est bon. Est-ce que finalement, c'est pas le mec dans l'ombre qui va tirer son épingle du jeu? Non. Pas du tout. C'est un gars qui n'a jamais dépassé les 20 buts avec Madrid en 6 ou 7 saisons. En 6 Ah, il n'a ans. pas dépassé les 20? Non, Ah il n'a non. jamais dépassé les 20. Ok.
Ouais, et en plus, si l'argument finalement pour laisser Rodrigo sur le terrain, c'est oui, mais Rodrigo, c'est un joueur qui est collectif, oui, mais Rodrigo, c'est un joueur qui fait les efforts défensifs et patati patata. Bah, mais un milieu de terrain, Valverde aussi va le faire ça. Mais bien Valverde aussi, sûr. il va défendre. Et Valverde, il va mieux défendre encore. Il va avoir encore plus de volume de jeu sur les replis défensifs et même en termes d'activité. Ok, il n'a pas la même finesse technique, mais en tout cas, tu retrouves ton équilibre plus qu'avec avec Rodrigo. Donc, Rodrigo, moi, je l'adore, mais effectivement, le constat, il est celui-ci, c'est qu'il ne nous a pas fait une seule saison complète. Il n'y a pas une saison où on se dit, Rodrigo, cette année, sur les 9 mois de compétition, il a été bon 7 mois. Parce qu'après, on peut. Voilà. 9 mois sur 9, c'est compliqué d'être très très bon. Mais même 7 mois sur 9 sur l'année, Ouais. il n'a pas été capable. C'est toujours. Il est bon 2 mois. Après, pendant 2-3 mois, c'est moyen. Après, il va faire 2-3 matchs très bons. Et à chaque fois, on se suffit de ça. Rodrigo, je l'adore. Mais ouais, son statut de titulaire. Pour moi, c'est le premier à être qui doit Bien être sûr. remis en question. Parce que Mbappé, en l'occurrence, ok, depuis quelques matchs, c'est très moyen. Mais par contre, si on prend un peu de recul sur 2025, par exemple, sur les 3-4 derniers mois, bah Mbappé, ça reste quand même le meilleur des trois devant, parce que même il était meilleur que Vinicius. Et il y a quelques matchs encore en Liga, hein, Villarreal et Ouais, bien compagnie. sûr. C'est Bien Mbappé sûr. qui nous fait gagner ces matchs-là. Donc, En fait, Rodrigo, il y a une, comment on appelle ça? Tu sais, il y a un peu enfin, pas cette prudence, mais un peu cette protection, tu sais, du mec qui arrive jeune au Real Madrid et que les gens ont vu grandir et tout, tu vois. Il y a des gens, ils sont indulgents avec lui. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a qui disent, par exemple, et je pense que vous l'avez vu dans vos commentaires aussi ou sur vos lives, des gens qui disent, mais Rodrigo, il joue pas à son poste. Alors, on rappelle quand même que c'est depuis le début qu'il arrive à Madrid qu'il joue pas à son poste. Lui, il joue à gauche de base, enfin, du moins son poste préféré. Mais il a toujours joué à droite ou deuxième attaquant ou des fois dans l'axe un petit peu, mais ça n'a jamais été à son poste et pourtant il a été performant. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que je l'ai eu d'ailleurs dans mon débrief ce week-end, ce commentaire, c'est Rodrigo, il était invisible parce qu'il était cantonné à droite et il n'avait pas de ballon. Mais au pire, déplace-toi, va la chercher la balle, décroche, enfin, je sais pas, jouer les mouvements intelligemment. C'est pas parce que Carlo il te met à droite en tant qu'attaquant, vous êtes que deux, que tu dois rester cantonné à un poste. Si tu vois que la balle ne vient pas, si tu vois que tu es cerné par deux mecs, bouge dans Ouais, les mais espaces, en début déplace-toi, de tu vois. saison, il était parti côté gauche. On se disait que c'était un Bien problème. sûr. Souviens-toi que tous les joueurs étaient agglutinés Ah, côté mais gauche. après, on ne demande pas d'aller à gauche. On demande, tu vois, il y a quand même, tu vois, des espaces à trouver, tu vois, des appels intelligents, tu vois, où tu peux varier tes appels pour faire, tu vois, il a jamais fait d'appel en profondeur quasiment dans ce match-là. Il a toujours voulu soit rester plus proche de la ligne ou simplement il revenait dans l'axe, mais tu vois, toujours en trottinant. Il faisait jamais des appels vraiment incisifs. Je crois que j'ai plus, et ça, je l'ai remarqué, j'en ai parlé avec mon père, j'ai plus vu Bellingham faire des appels plongeants dans le dos Oui, de la c'est vrai. défense que Rodrigo. À un moment donné, c'est pas normal que le mec qui joue numéro 10 sur le papier, il fasse plus d'appels en profondeur ou d'appels offensifs que l'attaquant, tu vois. Enfin, moi, bon, alors peut-être que je comprends rien, mais c'est pas normal que Rodrigo, qui est censé justement prendre des responsabilités, bah, limite se cacher, tu vois. Et à part à un moment donné, il a pris la balle, il a dribblé 5-6, il a gagné une faute. Mais ça, c'est même pas ce qu'on lui demande de faire. Nous, ce qu'on lui demande de faire, c'est d'apporter sa technique, de remonter un peu le bloc quand ça va pas, et surtout bah, de combiner pour partir rapidement, quoi. C'est Rodrigo, compliqué. il est mécontent. Il se plaint dans la presse Bah qu'on ne ouais, parle pas de lui. mais Mais comme il fait vous rien l'avez pour. très bien dit, il se cache et il n'est pas régulier, hein, parce qu'il a aucune. Il ferait des saisons à 30-40 buts. On parlerait peut-être de la nouvelle star du Real Madrid et il serait mis en avant par les médias. Il y a pas un bashing anti-Rodrigo. Par contre, je pense qu'il est très content de ne pas être le premier ciblé lors des fiascos et que ce soit son compatriote Vinicius et surtout Mbappé qu'on pointe du doigt. Donc voilà, je trouve ouais. que. Vas-y, Oui, Thomas. oui, oui, puis c'est même pas juste une question de stats, c'est aussi une question simplement de rendement. Tu regardes, t'enlèves les stats, tu regardes allez, depuis le mois de janvier, parce que c'est janvier, hein, ses derniers buts avec le Ouais. Real Madrid. Mais même au-delà de ça, tu regardes les 2 derniers mois, les derniers matchs du Real Madrid, il est absent. Offensivement, il pèse absolument pas. Ok, évidemment, il faut tenir compte aussi que Carlo, il a déjà dit en plus, hein, celui qui joue à droite, il a plus de travail défensif. Ok, donc Rodrigo, il a plus de missions défensives que les deux autres. Ok, donc oui, on peut pas s'attendre, on peut pas demander à Rodrigo d'avoir le même impact offensif que les deux autres. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je suis désolé, 6 buts en Liga, autant que Fede Valverde. Là, 2-3 mois sans marquer de but. Au-delà de ça, pas d'impact réel sur la rencontre d'un point de vue offensif. Tu vas pas chercher le coup franc, tu vas pas faire des passes D, des passes clés. Voilà, il est absent, totalement absent. Donc, à un moment donné, son statut mérite d'être, oui, remis en cause. Et ok, d'accord aussi, il joue pas à son poste. Ok, on sait que Rodrigo, il sera meilleur à gauche. Mais nous, on s'en tape. Soit tu es le meilleur, soit le meilleur à gauche et tu joueras à gauche. Sauf que, bah voilà, Vinicius, Sauf que factuellement, c'est pas bah le oui, cas. Hein. Vinicius, Ils ont c'est eu la meilleur. même chance hein, à l'entrée.
C'est-à-dire que les deux ont commencé à peu près au même âge côté Real. Il y en a un qui a saisi l'opportunité, qui a plus de caractère, c'est Vinicius. Et il y a un joueur qui peut-être aime plus se cacher, est moins régulier, prend moins de risques. Et ça, c'est Rodrigo. Donc à un moment donné aussi, Vinicius moi, avait fait des matchs à droite. Hein. Vinicius de avait fait quoi? des matchs à droite. Vinicius avait fait des matchs à droite. Hein. Ça C'est n'avait pas vrai. été, ça avait pas été convaincant, mais à un moment donné, après, le mec, il a bossé et puis il a gagné sa place à gauche et puis basta. Bien Et puis sûr, il est et là. même après, quand ils ont fini attaquant de pointe, enfin attaquant tous les deux, tu vois, il y en avait un qui était quand même plus à l'aise que l'autre. Mais globalement, tu vois, si tu prends un autre coach, parce qu'Ancelotti, voilà, on connaît sa façon de gérer le groupe, et il a ses chouchous et machin. Mais tu prends un mec, je sais pas, je prends n'importe qui, tu prends entre Xabi Alonso ou Klopp. C'est quand même les deux. On va prendre les deux. Moi, je suis persuadé que, tu vois, eux, ils trouveraient cette façon de tactiquement d'être, tu vois, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus précis. Par exemple, dans le cas où tu mets un Jude Bellingham dans le triangle du 4-4-2 et que tu laisserais, je sais pas, un Brahim ou un Arda Güler en numéro 10, moi, je suis persuadé qu'avec Klopp ou Alonso, Bellingham, je te jure qu'il va pas passer son temps à se projeter ultra haut comme il le ferait dans un 4-4-2 de Ancelotti. Et c'est là aussi où, si tu as un vrai numéro 10, ou du moins quelqu'un qui est bon face au jeu comme un Brahim, ou surtout comme un Arda Güler, qui là serait à son vrai poste, bah, je te dis que Rodrigo, dans ces conditions, il serait sur le banc depuis mes belles lurettes. Hein. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le fouillis tactique de Carlo, dont on va parler juste après, et en plus, ben, ses favoritismes, et ben, le problème, c'est que ça ne fait pas remettre en question ces stars-là, quoi. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, que si au bout d'un moment, tu n'es pas bon, tu vas sur le banc, ça te fera réfléchir, et je suis persuadé que le joueur, le match d'après, ou même dans le match où il rentrera, il aura ouais, tellement la Arrigo. dalle, putain, il sera super bon, quoi. Et enfin, je suis persuadé que si tu Ouais. mets pas les stars au pied du mur, et ben, les mecs, ils progressent pas, parce qu'il y en a certains, alors, on ne les connaît pas en vrai, mais dans le foot au global, tu as certains jeunes aujourd'hui, c'est un peu des têtes de cons qui ne veulent pas écouter les consignes ni les conseils et qui en font qu'à leur tête. Et c'est pour ça aussi que tu as des clubs qui coulent. Et ça, je suis persuadé. Rodrigo va se plaindre dans la presse surtout. Ouais, c'est ça. Il va faire la petite fuite et après, on va entendre parler de le R maltraité. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas fait une transition parfaite pour justement Ancelotti et son On sort? On Je maîtrise pense, hein. toujours. Ouais, ouais. Bon les amis, parlons maintenant du coup de l'avenir de Carlo Ancelotti. Vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse. Est-ce qu'il va finir la saison? Est-ce qu'il sera viré, peu importe ce qui se passe après la Copa? Est-ce qu'il mérite bien sûr un départ légendaire? Est-ce que voilà, il peut finir par la grande porte ou par la petite? Aujourd'hui, il peut se passer énormément de choses. Et est-ce qu'à votre avis, si on gagne la Copa, il s'en va? Ou vous voulez Là, je toujours m'en la... fie aux médias, à un média qui est de très grande qualité, Real France, qui nous a partagé ça il y a 18 heures. Sourcé, Bon, évidemment. sourcé Si de le Rodrigo. Real, voilà, si le Real perd la finale de la Copa del Rey, Carlo Ancelotti pourrait être limogé. Alors, je vais donner mon avis parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur le sort de Carlo. Comme tu l'as dit, Alex, certains disent que, étant donné que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real, on veut lui offrir une belle sortie, contrairement à 2015. On voit qu'il y a un ultimatum par rapport à la finale de Copa. Bon, l'ensemble des infos, quand même, nous annonce la fin de l'ère Ancelotti. Ça, c'est quand même aisément une certitude. Maintenant, c'est plutôt la forme. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que Solari prendrait ou pas, là, parce que c'est ce qui est sorti ce matin, le Real pour le mondial des clubs? Est-ce que c'est Xabi Alonso ou Klopp? Voilà, c'est un peu encore le fouillis, mais en tout cas, ce qui est sûr, visiblement, c'est qu'on en a bel et bien terminé avec Carlo Ancelotti. Ouais, c'est ça. Il y a une info qui est à peu près concrète, c'est Carlos c'est finito. La question, c'est de savoir maintenant c'est quand. Il y a quand même beaucoup de bruits qui font état qu'il ne fera pas le mondial des clubs si son aventure venait réellement se terminer. C'est Pedrerol qui en parlait aussi hier soir dans le Chiringuito et qui a fait un petit peu un contre-feu médiatique d'ailleurs en disant que Florentino Pérez lui aimerait bien quand même avoir des arguments pour essayer de garder Carlo Ancelotti, mais ce sera très compliqué s'il n'y a pas Liga et Coupe du Roi en fin de saison. Mais bref, en tout cas, l'info, ouais, sur tout ça. Le mondial des clubs, a priori, il ne le fera pas Carlo. Comme aucun entraîneur qui s'arrête là en cette saison, à la fin de cette saison, avec son équipe ne fera pas le mondial des clubs. Et donc, effectivement, après, la question maintenant, c'est de savoir. Parce qu'en plus, bon, il y a l'intérêt aussi du Brésil. Voilà, tu le mets à l'écran. C'est ça, c'est Romano et Hornstein. Ils sont quand même des références dans leur domaine. Les deux disent que il aurait accepté l'offre du Brésil et le Brésil voudrait le prendre dès début juin, puisqu'on serait pile poil à un an de la Coupe du Monde. C'est vrai que du coup, en plus, je crois que la prochaine trêve internationale, c'est en fin mai, début juin, je crois. Donc, c'est pour ça que là, en plus, tu vois, ils n'arrêtent pas de retarder l'échéance d'annoncer un nouveau sélectionneur. C'est qu'à mon avis, là, ils savent que voilà, Carlo, il va y aller. Et moi, je crois que c'était Rota qui avait dit sur ton live, Thomas, et j'étais d'accord avec ça, que pour moi,
si Carlos s'en va, il ne faut pas qu'il fasse le mondial des clubs et que c'est même justement intéressant que si Xabi Alonso peut venir pour le mondial des clubs, de pouvoir commencer à préparer justement la saison prochaine en se disant ok, j'ai cette compétition qui est là, j'ai maximum 7 matchs. Qu'on la gagne ou qu'on la gagne pas, voilà. Et au moins, ça te permet de faire déjà un premier état des lieux, au-delà de la fatigue de la saison, évidemment, mais au moins de faire un premier état des lieux et de pouvoir, pourquoi pas s'asseoir avec Florentino et leur dire bah écoutez, il y a ça qui me va pas. Ces joueurs-là, je compte sur eux. Ces joueurs-là, je compte pas sur eux. Si je peux avoir eux, tant mieux. Si je les ai pas, bah tant pis, on fera sans. Mais en attendant, je pense que ça va être un magnifique moment d'état des lieux. Et franchement, il n'y a pas mieux. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, ça commence mi-juin, ça finit mi-juillet. Donc ça veut dire que Alonso et le futur effectif, ou Klopp et le futur effectif, auront même pas un mois de vacances et préparation pour la saison prochaine. Donc je trouve que ce premier contact avec le nouveau coach, c'est déjà une bonne nouvelle. Et en plus, quand tu as une phase de poule, je crois, assez accessible, on a Al Hilal, Pachuca et je sais pas quoi, c'est peut-être le moment aussi. Et Salzbourg, merci. C'est le meilleur moment, je pense, pour tester des choses dès les phases de poule. Parce que tu sais que grosso modo, tu devrais être qualifié sauf cataclysme pour la suite. Mais donc, ce serait peut-être une bonne façon. Je ne dis pas qu'on irait au bout directement avec un nouveau coach, mais au moins tester des choses. C'est une préparation. Et ça peut apporter une nouvelle dynamique. Donc honnêtement, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord. Après, dans l'esprit de Pérez et de son board, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, elle compte comme cette année-là. Et ils veulent vraiment faire venir, comme moi je le comprends, hein, Xabi Alonso pour la saison prochaine, donc après le mondial des clubs. Mais tes arguments sont factuels et de qualité. C'est-à-dire que moi, je préférais, ne serait-ce qu'en bruit médiatique, en termes de hype et tout ça, tant que spectateur et fan, hein, parce qu'avant d'être un créateur, je suis un fan du Real. Moi, j'ai envie de voir Xabi Alonso le plus rapidement possible. Quand on parle de Solari, non, excusez-moi, enfin, moi, Solari, zéro hype. Ce qu'il a prouvé en tant qu'entraîneur du Real, c'était pas non plus ouf. Alors, ok, il a lancé Vinicius. Je crois que après, il n'avait pas d'effectif aussi. Mais ouais, je te comprends, il n'y a pas de hype. Mais je vois pas l'intérêt en fait. C'est quoi l'idée? C'est ok, Solari, imagine, gagne la Coupe du Monde des clubs. Ouais, ou Raoul, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, t'imagines, il la gagne et il joue bien. Imagine, il la gagne et il joue bien. C'est ça le truc. Voilà. Xabi Alonso ou Klopp, on va en parler juste derrière. Ils peuvent arriver dès le mois de juin, puisque Leverkusen n'aura pas de compétition. Tu as une fenêtre mercato qui est ouverte 15 jours exprès par la FIFA avant ce mondial des clubs. Donc, on parle même d'Alexander Arnold aussi. On pourrait peut-être avoir Alexander Arnold. Non, franchement, si tu peux avoir Xabi Alonso direct, il faut le faire. Et comme tu l'as dit, lui pourrait dire après à Pérez, bon, ben, ce joueur, j'y compte pas, on pourrait ajuster. Donc, c'est une très, très bonne idée. Ouais, ce serait plus pertinent. Parce que, ouais, mettre un intérimaire, ça nous avancera absolument à rien. Et tu vois, Raoul, je ne suis même pas sûr qu'il accepterait. Parce que Raoul, voilà, c'est quelqu'un au Real Madrid, c'est quelqu'un qui est fier. Tu lui dis, bon, bah, vas-y, tu fais un mois. Alors que le mec, il attend quand même. Lui, il espère prendre l'équipe première. Il espérait prendre l'équipe première. Petite parenthèse, tu penses qu'il va attendre encore longtemps? Je pense pas. Hein. Je pense que là, tu n'as un nouvel entraîneur, je pense qu'il va partir. Hein. Et puis, je lui recommanderais même de partir, qu'il découvre autre chose. Ça fait 5 ans ça fait 5 ans qu'il est au Castilla. À un moment donné, s'il veut passer un cap, il faut aussi qu'il aille prendre une autre équipe. Parce que Pérez, étonnamment, parce que moi, je pensais aussi qu'il serait dans la discussion. Mais il n'a jamais été dans la discussion pour reprendre c'est ouf, hein, réellement l'équipe. Pérez, non. Souvenez-vous, même au mois de novembre, là, quand il y avait la grosse crise, où on disait attention, Carlo va peut-être se faire sauter. C'était Solari qui était pour prendre la relève. Le problème, c'est que Pérez, il aime pas. J'ai l'impression qu'il aime pas Raoul. Enfin, je pense qu'il le respecte avec son statut, etc. Mais j'ai l'impression qu'en tant que coach, il ne l'aime pas. Et pourtant, Raoul, comment on appelle ça? Ah, j'ai failli me tromper. Dans la formation du Real Madrid, il a plus prouvé, par exemple, que Zidane à l'époque, parce que Raoul, il a quand même remporté la Youth League, il a quand même, tu vois, amené le Castilla en finale de play-off, tu vois, pour monter en D2. Et tu vois, il y a quand même des petites réussites. Moi, après cette année, d'ailleurs, j'étais pas pour que Raoul reste. Moi, je voulais qu'il s'en aille pour son propre bien en Bundesliga, parce qu'il avait eu des belles offres de Bundesliga. Et en plus, cette année, il perdait Nico Paz, il perdait pas mal de joueurs. En plus, il a commencé avec plein de ligaments croisés et de joueurs blessés comme le Miguel Andrel, etc. Donc, tu vois, cette année, le Castilla, c'est pas ouf. Ils sont en train de se battre pour remonter en play-off. C'est très compliqué, mais tu vois, au moins, ils sont maintenus. C'est le principal. Mais c'est vrai que pour lui, déjà, c'était l'année de trop. Et je pense que si en plus, Xabi Alonso, il vient, ou Klopp… moi, sa place, je m'en vais. Je prends de l'expérience et je reviens un jour peut-être avec des arguments en mode ça y est, j'ai fait des gammes en pro, maintenant ça y est. Mais je pense que Pérez, il ne l'aime pas. Hein. Théorie perso, voilà. Moi, je pense que Pérez ne veut pas qu'un entraîneur ou qu'un joueur soit trop important. Il a vécu avec Ronaldo et je pense que Raoul est peut-être le joueur le plus aimé de l'histoire du Real Madrid. En tout cas, je pense qu'il est dans le top 3. Et imagine le pouvoir que pourrait prendre Raoul, sachant qu'en tant que joueur, il avait déjà un pouvoir absolument dingue. Je ne sais pas si vous avez vu les anecdotes de Julien Faubert
concernant Raoul, quand il te dit que les joueurs restaient tous assis dans le bus et que tant que Raoul ne se levait pas, il n'y en avait pas un, quelle que soit la star, qui bougeait son cul. C'est pour te dire le côté un peu général qu'avait Raoul. Raoul qui serait à la tête du Real Madrid, il aurait tous les médias avec lui, etc. Et ça, Pérez, je ne pense pas que ça lui plaise énormément. Et bah, je confirme totalement ta théorie. Et c'est pareil avec Iker Casillas. Hein. Le point commun entre Casillas et Raoul et Pérez, c'est quoi? C'est que Casillas, c'est pareil. Comme Raoul, ce sont des mecs, voilà, Canterano, formé au Real, joueur Voilà. historique emblématique. Donc, ils ont tous les deux, hein, que ce soit Raoul ou Casillas, au sein des supporters du Real Madrid en Espagne, ils ont plus encore d'importance qu'un Florentino Pérez. Et comme tu dis, voilà, Florentino Pérez, il aime bien aussi, voilà, c'est un mec aussi qui a de l'ego et compagnie, et il n'a pas envie C'est non un peu plus une star aussi, hein, finalement, Pérez. C'est dingue quand même, hein, ces C'est un histoires d'ego dans le président star, business. Hein. C'est dingue. Hein. Le Exactement. business, comment c'est marqué par les égos des uns et des autres, c'est affolant. C'est... Mmh. Non, mais puis, par ailleurs, pour revenir un peu sur, bon, sur le sujet initial, en plus, Xabi Alonso, j'ai vu là qu'en Allemagne, ils disent aussi que, bah, au niveau du Bayer Leverkusen, bon, on sent un petit peu le truc arriver. Donc, on est en train de pousser aussi Xabi Alonso à prendre une décision assez rapidement parce que, Ouais. bah, eux, ils ont Il besoin aussi prépare la pour saison. Ouais, exactement. Et ouais. puis, bah, eux, c'est pas comme le Real Madrid. Eux, leur mercato, ils vont aussi le faire en partie en fonction du Ouais. prochain entraîneur, Xabi, pas Xabi. Donc, ils poussent aussi Xabi à prendre une décision. Le problème, c'est que bah, Xabi, c'est pas tellement dépendant de lui. Lui, il attend, je pense, le coup de fil final. Mais bon, en tout cas, ça sent assez bon. Et moi, je pense que Xabi n'aurait pas de problème à ce qu'il soit là pour prendre l'équipe dès le mois de juin. Et je rejoins totalement toute la tirade que tu as fait, Alex, sur cet argumentaire. Et Klopp, il y a eu aussi cette rumeur là par rapport à Klopp. Attends, et c'est reparti ce matin. Hein. C'est reparti ce matin puisqu'il y a un journaliste de Marca, Radio Marca. Je vais vous le partager de suite. Attendez. Là, attendez, vous allez voir. Vous allez voir, on va pouvoir dire. Moi, je suis très hypé par Klopp. Hein. J'en ai fait une vidéo. En vrai, on l'est tous au fond hypé par Klopp. Ouais, alors, c'est quelqu'un de génial. Anas Lagari, qui est un très proche de Florentino Pérez, je crois qu'il est espagnol-marocain, pousse en interne du côté de Pérez pour faire signer Klopp. C'est sorti ce matin. Et apparemment, ce mec-là, Anas Lagari, d'après ce que j'ai lu, c'est le gars qui conseille Pérez pour tout ce qui est Super League, etc. Donc, c'est une voix qui est très importante dans l'entourage de Pérez. Donc, c'est pas comment on appelle ça, le mec lambda du coin. Donc, voilà. Je pense que si ce mec dit Klopp, peut-être que Pérez va, même s'il doit avoir son idée, que c'est quand même lui qui aura la décision finale, on le sait tous, mais ça peut peut-être le faire changer d'avis. Disons que Klopp, tu vois, moi j'adore. Hein. Franchement, à Dortmund, à Liverpool, j'étais hyper fan. Son jeu léché, offensif, pressing et tout. Ça, je kiffe. Et je sais que lui, tu vois, un peu, ça fera le duel avec Hansi Flick, tu vois, l'entraîneur allemand, c'est stylé. Mais tu vois, je sais qu'il aura cette rigueur, il aura cette voix, il aura ce respect, tu vois, le charisme pour faire entendre aux joueurs ce qu'il veut faire. Ça, c'est sûr et certain, et personne ne pourra dire le contraire. Et je pense qu'il a l'ADN Real Madrid, c'est ancré, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pense que non, je pense qu'il n'a pas l'ADN Real Madrid. Moi, tu vois, Xabi Alonso, moi je suis désolé, un mais hard rocker qui vient dans un endroit aussi prestigieux que le Bernabéu, tu vois, pour moi il aurait plus un ADN Atlético que Real. Je parle pas, tu vois, je parle vraiment moi en termes foot offensif. Je parlais le côté, on retrouverait un petit peu la vibe de l'époque, foot offensif, ça y va, tu vois. Moi je parlais juste de cet aspect-là, je parlais pas de parce que ouais, le mec qui traîne toujours en survêt et machin, c'est pas trop Real Madrid. Ça, c'est pour moi c'est un entraîneur de club populaire style Dortmund. Ah OK, je vois. Okay. Alors que le Real c'est plus un club finalement élitiste. OK, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que le mariage, ça serait magnifique aussi, tu vois, que deux mecs s'associent alors qu'ils viennent pas finalement ils sont pas faits pour s'entendre à la base. Okay. Mais pour moi, ce serait plus un mec qui irait à l'Atlético qu'au Real. Mais du coup, tu imagines Xabi Alonso, le pauvre, tu lui fais miroiter qui va venir toute la saison presque, hein, quelques mois. Et là, tu dis finalement, bam, l'autre, il part des bureaux et tu le prends. En vrai, je sais pas comment il réagirait, Xabi Alonso. Genre, tu lui dis que la porte Real Madrid, elle se ferme pour potentiellement encore 2-3 ans. Bon, après, lui, il a encore toute sa carrière d'entraîneur devant lui. Il a encore plein de trucs à faire. Et c'est pour ça. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est l'argument numéro 1 qui me fait dire qu'on doit prendre Klopp et pas Xabi Alonso. Parce que Klopp, c'est maintenant ou jamais. Alors que Xabi Alonso, il commence sa carrière d'entraîneur. Donc, tu sais qu'à un moment donné, il aura une nouvelle opportunité. Ouais, mais s'il va à Liverpool, tu sais pas, ou le Bayern. Non, mais il va pas faire 20 ans à Liverpool. Et tu as dit un truc très important. Tu as dit que Klopp avait ce côté exigeant, ce côté autoritaire où les joueurs seraient obligés de l'écouter. Xabi Alonso, on en avait déjà parlé avec Thomas, c'était je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Moi, j'ai une interrogation sur Xabi Alonso. Hein. Comment il va gérer les stars? Est-ce que c'est un mec qui va être autoritaire? Est-ce que ça va être l'entraîneur copain-copain comme Zidane et Ancelotti? J'en sais rien du tout.
Ce qui est sûr, c'est qu'il sera comme Zidane, il va participer aux entraînements comme on le voit avec le Leverkusen. Par contre, je sais pas si vous avez déjà vu des petites séquences d'entraînement avec le Leverkusen ou pas? Ouais, Je trouve qu'il est super impliqué, quoi. Enfin, moi, je vois l'entraîneur, il est un à peu fond, comme quoi. Guardiola, hein. Un peu Ouais. comme Guardiola, hein, je trouve. Est-ce qu'il va arriver pour mettre en place ses idées de jeu ou est-ce qu'il va être plutôt en mode je m'adapte à ce que j'ai comme ça fonctionne au Real Madrid depuis 10 ans. Donc, C'est vrai. Moi je vous rejoins, enfin surtout Thomas du coup en l'occurrence. Klopp, c'est le mec, si tu me donnes la possibilité de choisir, moi je prends Klopp tous les jours. Parce que lui va vraiment te remettre les lignes parallèles, il va remettre la rigueur dont on a besoin au Real Madrid, qui va vraiment, on parle d'un entraîneur qui a besoin d'un entraîneur qui revient mettre des bases tactiques, juste des bases tactiques à cette équipe, redonner vie à cette équipe tactiquement, c'est profil idéal aussi en ce sens, mais moi, j'y crois pas notamment parce que tu viens de dire encore une fois, Thomas, Klopp, c'est pas tellement ADN Real Madrid. Klopp, c'est un mec, je pense, qui déteste la philosophie même du Real Madrid, qui est gagner à tout prix, parce que lui, il n'est pas dans ce concept-là. Le concept de l'entraîneur qui se fait virer ou pas selon ça c'est sûr, ça c'est sûr. uniquement sur la base des résultats. Je pense que lui, tout ça, tu lui demandes son avis, il déteste ça. De surcroît, c'est une grosse tête. Je vois pas non plus Florentino Pérez aller chercher une aussi grosse tête que ça, parce que un joueur qui a trop de caractère, trop de tempérament, un entraîneur qui va avoir ses idées, qui va réclamer des joueurs, parce que lui, il va te dire il faudrait quand même que tu ailles me chercher quelques joueurs parce que lui à gauche, c'est un peu trop nul. Lucas Vasquez, je vais faire quoi avec ça? Non, mais j'y crois pas. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas. Après, n'oubliez pas que je dirais 5% de chance, tu vois. Xabi Alonso, c'est aussi la manière de faire venir potentiellement Florian Wirtz. Après, Florian Wirtz, attention, parce qu'on a déjà eu ce débat la dernière fois. Enfin, moi, je veux bien Florian Wirtz. Voilà, c'est ça. Tu fais jouer où? Vraiment, je veux bien, mais il faut arrêter d'accumuler des joueurs, quoi. Mais potentiellement, Pérez, ça l'intéresse. Ouais, on verra bien. Parce qu'il voit en lui un futur cross. Non, pour moi, il n'y a pas trop de doute. Ce sera Xabi Alonso et c'est tout. Et grande curiosité, voilà, de voir. Mais ce que j'aimerais, ce serait moi le duo Xabi Alonso-Arbeloa, ce que j'aimerais beaucoup. C'est vrai que ce serait bien. C'est vrai que ce serait très très bien. C'est pas mal. Après, Arbeloa, il a encore les jeunes à chercher, à faire grandir. Apparemment, la Castilla aussi, au Castilla. Aujourd'hui, le noyau du Castilla, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le noyau du Castilla, c'est beaucoup en fait des jeunes que Arbeloa a connus, qui sont montés pour compenser les départs, d'où la difficulté avec des joueurs plus jeunes cette année de se maintenir, etc. Mais Arbeloa, lui, il les connaît, donc il va pouvoir peut-être plus progresser avec eux, on verra bien. Et puis, en termes d'image, tu aurais, admettons, imagine, tu as Arbeloa, Xabi Alonso, Raoul, c'est 3 mecs espagnols qui ont joué au Real, qui s'occupent des équipes, tu vois, c'est l'image dégagée, je trouve qu'elle est aussi bonne, tu vois. Puis on sait que le Real, bon, ils veulent hispaniser un petit peu l'effectif, je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à l'entraîneur, je pense pas que ce soit une priorité absolue. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui est très apprécié, qui est classe, qui correspond au standing du Real, ce qui n'est pas tout à fait le cas finalement de Klopp. Mais bon, voilà, je pense que moi, vous avez compris, je partirai davantage sur Klopp. Ouais. Les amis, dernière partie de ce podcast, dans la dernière partie de cette mi-temps hebdomadaire, le Classico en Copa. Est-ce que pour vous, vous le sentez bien, sachant que le Barça n'a pas Lewandowski, que le Real a Kylian Mbappé qui est blessé à la cheville, qui va pas être à 100% normalement ce week-end. Est-ce que vous pensez que justement, avec un Kylian Mbappé diminué, face à un Barça qui en plus est plus fort tactiquement, physiquement, techniquement en ce moment, est-ce que vous pensez déjà que le retour au 4-4-2, c'est primordial? Et qui doit sauter entre Rodrigo ou Kylian? Ou alors est-ce que vous les mettez tous les trois sur le terrain encore? Possible. Alors d'abord, petite info, vu que c'est en train de tomber en même temps où on tourne. Mbappé et Ferland Mendy s'entraînent avec le groupe là ce matin, mardi. Okay. Donc Mbappé, il n'y a aucun problème, il sera là pour la finale de Coupe du Roi et il sera à 100%. Ne vous inquiétez pas. S'il veut se retirer des emmerdes, le père Ancelotti, il devrait faire jouer Mbappé, tu vois, genre la deuxième mi-temps plus prolongation. En disant, je t'ai pas mis titulaire parce que tu étais un petit peu affaibli. Comme ça, je mets Rodrigo. Rodrigo, tu te le sauves jusqu'à la fin de la saison. Tu vois aussi. Parce que si tu fais jouer Mbappé qui sort d'une entorse et que Mbappé fait un mauvais match, on dira oui, c'est parce qu'il était fatigué. Ouais. Donc, mais moi, tu as dit une sacrée arme. Hein. Excuse-moi, Thomas. Mais moi, à titre perso, je vous le dis, je reste sur du 4-4-2. Déjà, je suis curieux de voir ce qu'on va faire demain face à Getafe, voir ce qu'on va continuer avec ce 4-4-2. Là, je pense que demain, en l'occurrence, on peut avoir un 4-4-2 avec Mbappé qui est sur le banc et qui entre en cours de match. Là, l'argument est trouvé parce que, comme tu dis, tu aurais une blessure, donc mollo. Ouais. Mais par contre, je suis très curieux de voir encore plus ce que va faire Carlo sur ce match de Coupe du Roi, cette finale, parce que j'imagine pas Carlo aller sur du 4-3-3 parce qu'il sait, je pense d'avance, qu'il va se faire plier en deux. Et la question, c'est est-ce qu'il va avoir les baloches de sortir Rodrigo? Moi, à titre perso, c'est ce que je fais. Je sors Rodrigo du 11 pour le Et puis tu gardes une cartouche supplémentaire aussi pour la deuxième mi-temps.
Tu Bien fais sûr. rentrer lui, Brahim, c'est quand même pas mal, tu vois. Pour moi, Donc, le 11 qu'on a eu contre Bilbao, c'est quasiment celui-là qu'on aura. Surtout, enfin, défensivement, Camavinga, Valverde, je suis sûr qu'il va faire ça. Et après, au milieu de terrain, c'est là où ça posera la question, parce que Ceballos, il n'a pas fait un gros match contre Bilbao, mais il va mais être il là revient de à tous les blessure coups. aussi, hein. Bien sûr, mais bon, c'est contre une équipe qui a beaucoup défendu dans ses 20 derniers mètres. Il n'a pas trop trouvé la clé, il a raté beaucoup de passes et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais j'espère qu'il sera meilleur quand même déjà contre Retafe, qu'il prendra pas trop de coups pour pas se reblesser aussi, parce que Retafe, c'est des catcheurs. Mais moi, je suis comme toi, hein. Enfin, en vrai, moi de base, alors, je préférerais avoir Rodrigo titulaire que Mbappé par rapport à si Mbappé n'est pas à 100%, mais si Mbappé est à 100%, Évidemment, évidemment évidemment. que Rodrigo, je le mets sur le banc. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit Thomas, tu as une cartouche supplémentaire. Et franchement, avoir le luxe de faire rentrer un attaquant de ce niveau face à une défense en face qui sûrement sera fatiguée, ça dépendra bien sûr le résultat, comment il maîtrise ou pas. Mais faire rentrer un Rodrigo, tu as Brahim, etc. derrière, ça peut apporter des solutions intéressantes. Et personne n'a envie de voir un Rodrigo ou un Kylian Mbappé rentrer à l'heure de jeu, peu importe qui t'es. Frais comme ça, ils peuvent vraiment te faire mal. Mais même là, tu vois, là, le problème, c'est que, en fait, allez, imaginons Rodrigo, tu as Rodrigo sur le banc, tu dis, tu as une cartouche incroyable. Le problème, c'est que, est-ce que vous voyez, malgré tout, Carlo Ancelotti Sortir l'un ou l'autre, Vinicius dire à Mbappé ou Vinicius à la 70e, parce que Rodrigo, si tu les 5 minutes, il y a problème aussi. Est-ce que vous voyez à la 70e minute Mbappé ou Rodrigo ou Vinicius sortir? Mbappé, à la limite, peut-être sur ce match, parce que tu dis encore une fois, tu as l'argument de la cheville. Mais oui, oui. Mais Ouais, sinon, c'est dans un match, dans l'absolu, même là, je me dis, mais je vois pas Carlo. Après, il l'a fait. S'il est Vas-y. vraiment mauvais, mauvais, genre comme contre l'Atlético et Arsenal, moi je pense que là, Carlo, il se dit c'est une finale, hein. Là, faut que je bouge mon cul, hein. Il n'y a pas le Mais choix, de toute façon, moi, si je suis Carlo, c'est simple. Je veux dire, tu sais que ton avenir, il est scellé. Tu Fais fais ce ce que que tu tu veux. veux. Fais ce que C'est tu veux. ça, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il va le mettre, hein. Fais ce que tu veux. Tu t'en tapes de si Rodrigo il est froissé, si Mbappé il est froissé, si Vinicius il est froissé, si Bellingham il est froissé parce que Bellingham c'est pareil. Il y a toujours des moments dans le match. Il fait tellement d'efforts qu'il y a toujours des moments dans le match où il disparaît. Moi, je dirais à Bellingham, mon gars, tu me fais 70 minutes à fond et sur les 20 dernières minutes, si tu n'as plus de carburant, bah, on a Brahim Diaz. On a Brahim Diaz aussi sur le banc qui peut jouer, ou même Arda ou Rodrigo, pourquoi pas aussi entrer derrière les attaquants. Enfin, voilà, bref. Le problème de Là, Carlo, c'est que tu vois, par rapport à Jude, il est en mode, tu sais, la grinta de l'année dernière, le Belling time, tu vois. Et en fait, ouais. les coachs, ils ont aussi ces croyances-là, de se dire que mais ce mec-là, si je le sors, il est capable normalement de base de mettre un but à la 94. Ouais, mais le problème, c'est qu'on l'a déjà vu. La chatte à Mireille, ça marche pas tous les ans. À un moment donné, faut évoluer, Carlo. Mais là, aujourd'hui, je suis comme toi, hein. Moi, mon avenir, il est menacé la fin de semaine. Peu importe ce qui se passe, moi, là, je fais le all-in, hein. Je joue tout comme il faut. Je fais comme j'ai envie, vu que dans tous les cas, je m'en vais. Et après, voilà. En plus, je crois que c'est symbolique parce que le premier trophée que Carlo a remporté avec le Real, c'était la Copa del Rey, il me semble, en 2014. Ouais, puis c'est une compétition qui nous réussit, hein, face au Barça en Donc finale. voilà, On a gagné ça peut être le 2012 ou 2010, 2011, non, 2011, 2014. 2011, 2014, ouais. C'est les deux Et après, dernières. c'était en demi-finale qu'on est sorti. Mais c'est vrai que le Real, là, tu vois, Carlo, il peut être le premier entraîneur, je crois, qui a 3 Copas dans le palmarès avec le Real Madrid. Ça va être son premier comme son dernier trophée. Tu vois, ça serait une manière de boucler la boucle finalement. Ouais. Et en plus, tu empêches le Barça de faire le triplé. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une belle réussite. Tu empêches le Barça de Hansi Flick de faire le triplé. Et tu peux potentiellement ruiner leur saison après ça, tu vois. Et toi, tu peux sauver la tienne. Enfin, la sauver. On s'est compris. Mais Bah, donc, tu gagnes ce la match, Copa et par miracle, tu vas chercher la Liga. Bon, ok, tu bah, gagnes pas la Ligue des Champions chaque année, mais tu auras gagné 4 trophées dans ta saison, hein. surtout que C'est tu quand te même pas venges mal, d'une hein. finale perdue en Supercopa par une autre finale gagnée. Celle-ci un peu plus majeure. Mais en fait, il y a trop d'enjeux dans ce Classico pour le saborder, quoi. Donc là, il faut que Carlo, tu vois, au lieu de penser à la hiérarchie, qu'il pense maintenant purement Bon. football. Et ton Ils se prono, redemandent. du coup, parce qu'on arrive à la fin là. Tu Ah, penses qu'on va le faire? moi, je pense qu'on gagne 2-1, moi. Non, on perd. On perd et sans forcer le Barça gagne. Parce que le Ah ouais. Barça, ils sont un peu fatigués, on les voit un peu fatigués, mais vous inquiétez pas que samedi soir, c'est le Real Real, ouais, Madrid. ça va Vous inquiétez courir. pas, vous inquiétez pas que ça va galoper, ils vont être concentrés et voilà. À moins d'un miracle, je vois le Real Je se suis un faire mec balayer encore. naïf, moi je vois le Real aux prolongations. Tu vois, on va les user physiquement. Et voilà. Franchement, si Prolongation. on perd une autre finale et qu'on se perd surtout un troisième Classico de suite cette saison et qu'on perd 2 trophées, ça ferait très très mal. Je Ça veux ferait pas dire très, de très mal. bêtises, mais 2011, c'est prolongation, but de Ronaldo.
Ouais, c'est vrai. Et 2014, c'est pas prolongation, but de Bale? Si, Il me semble que Ronaldo c'est était pas là en plus. prolongation, Non, attends, je sais plus, j'ai un doute. On les a pas il battus me sur semble. 90 minutes? Si, je crois, hein, non? Di Maria qui marque et après on prend le but de Bartra et Copa Bale del il marque à la Rey, fin. 2014, Je Real sais plus, j'ai Barça. un doute. Je crois pas que c'est en prolongation. J'ai un doute. Est-ce que je vais avoir le score là? Suspense. Je crois que c'était sur 90 minutes sec. Je sais plus, sèche. Je crois aussi. Ah, je crois attends. aussi. Hein. Attendez, je l'ai pas. Et en plus, c'était vers la fin du match. Ah ouais? 2 Avec, secondes, les amis. Hop, 2014, Barça. Regardez, en plus, c'était Pinto au cage. Oui, ben oui, c'est pour ça que. Et puis il y a Bartra. Moi, je te Alors, dis, ce match-là, on peut le non, gagner, non, mais vous avez raison. C'est 85e. 85e. Putain. Ouais, non, je dis une erreur. Ok. Bon, du coup, les amis, je vous laisserai en commentaire nous faire bien sûr votre pronostic, rebondir sur les différents sujets qu'on a abordés. On a hâte de lire vos avis pour débattre avec vous en commentaire. Merci à mes confrères, évidemment, d'avoir participé au podcast comme d'habitude. Semaine prochaine, du coup, lundi, ce sera sur la chaîne de Chronique Foot, non? De Chronique Foot, Yes. semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, les liens en description pour vous abonner, les amis. On est bientôt 100 000 abonnés sur ma chaîne. Donc, je compte sur moi aussi pour qu'on y arrive cette semaine. Et Un puis, gros vamos arrive. prenez soin de vous. Un gros vamos, bientôt. Et après, ce sera au Real France aussi d'y arriver aux 100 000 abonnés. On va tous y arriver les uns après les autres. C'est trop cool. Passez une bonne journée. Et puis, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Ciao, les amis.